Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chronique. Laurent Bouquine, et aujourd'hui il a un sacré retard dans ses lectures, parce que cette vidéo aurait dû conclure la saison 1, donc sortir vers fin juin, début juillet. Mais qu'importe, voici une vidéo pour celles et ceux qui cherchent encore une bonne lecture d'été. Alors bon, pas la peine de vous faire un topo énorme, c'est l'été, la marmaille braille, votre peau refuse obstinément de bronzer, vos voisins font des soirées chipos sans jamais vous inviter, bref, vous êtes au bord de la rupture psychotique, et vous n'avez carrément pas envie d'une lecture complexe et exigeante, aux incessants changements de point de vue et aux accents carrément bibliques, ça, j'arrive tout à fait à le comprendre. Ou alors, pour être un peu plus d'actualité, la rentrée littéraire ça vous saoule, et autant d'effervescence, autant d'excitation, vous n'avez rien contre, mais c'est juste pas celle que vous cherchez. Non, vous voulez du frais, du dépaysant, vous voulez de l'aventure, du beau, de l'esprit aussi pourquoi pas. Mais je vous connais. Mais si. Vous n'avez pas pour autant envie de vous griller les neurones sur l'autel de l'insipide et du creux. Et là encore, comme je vous comprends, mais pour autant, oseriez-vous lire un livre publié par la Musardine? Wow, minute papillon, c'est pas ceux qui publient uniquement de l'érotique? Oui, c'est bien eux. Et bien justement, je ne pense pas que ce soit très judicieux de faire ça, parce que franchement, ma lecture de base, déjà bof, mais alors l'érotique en plus, non, je suis beaucoup plus film, quelques séries l'été, mais alors là, comme sujet de chronique, franchement, je vois pas ce qu'il y a pour moi là-dedans. Ah bah justement, à deux on peut faire la série culte des Emmanuel, toi tu fais les films, moi les livres, parfait. Non mais c'est pas possible, on peut pas lui faire confiance, on peut pas lui faire entendre raison, on peut pas. Alors bon, pour en revenir au sujet, il faut déjà faire le distinguo entre plusieurs types de livres érotiques, parce que certains livres auront été écrits uniquement dans le but d'émoustiller l'essence, d'autres en revanche auront un style plus grivois, plus second degré, et d'autres encore chercheront plutôt à faire réfléchir, généralement en bousculant la morale, et parfois même en malmenant directement le lecteur. Dans cette catégorie, il y a bien entendu le Marquis de Sade, mais il y a également plus récemment Alyssa Nutting avec Prédatrice, dont je vous avais parlé juste ici. Pour ma part, même si je pense que dans l'érotisme c'est comme dans le cochon, tout est bon, j'ai quand même un certain faible pour les livres qui vont me surprendre avec différents degrés de lecture possibles, comme c'est le cas avec La Nonne du comte d'Irancy. Alors La Nonne débute avec l'arrivée au couvent d'Alice et Martine, deux adolescentes, deux cousines, qui bien entendu sont encore pures et innocentes, tant de corps que d'esprit. Oui, enfin l'innocence, la vertu, ce sera surtout Agnès, parce que Martine est déjà au fait de pas mal de choses de la vie, et surtout très pressée de parfaire ses connaissances comme le prouveront les premières pages. Première page qui, à l'image du reste du roman, voit se succéder sur un rythme très rapide les descriptions du quotidien des couventines, notamment leur ferveur religieuse, et les interactions très particulières et privilégiées qu'elles entretiennent avec le village d'à côté, et plus particulièrement avec certains villageois qui sont au top de leur forme physique. Le langage employé est bien sûr cru, voire très cru, mais le principal intérêt réside surtout dans la surenchère des situations et dans la surenchère dans chacune de ces situations, et dans ce décalage jubilatoire qui existe entre ces descriptions très fournies, très détaillées, très imagées, et le ton général du texte qui s'affirme dès le début d'une manière très ironique comme uniquement moralisateur, parce que bien entendu, s'il n'omet aucun détail pour le lecteur, c'est avant tout pour le mettre en garde, et certainement pas pour l'encourager à suivre la même voie dépravée que ses protagonistes. Et à mon avis, le moment le plus jouissif du texte arrive en même temps qu'une lettre complètement surréaliste de la haute hiérarchie de Rome, où on apprend que chaque année, les couvents doivent envoyer à Rome une délégation de nonnes contenant au moins une vierge pour satisfaire les appétits spirituels de sa sainteté. Seulement voilà, le couvent dont il est question ici a très mauvaise réputation, puisque c'est bien simple, ils n'ont tout simplement jamais réussi à atteindre ce quota, et cette année, c'est la toute dernière chance qui leur est offerte pour prouver qu'ils sont bien capables de respecter un ordre direct, et dès lors, eh bien, la vertu d'Agnès va devenir la cible de toutes les convoitises, allant même jusqu'à forcer les nonnes à transformer le couvent en véritable forteresse face à la véhémence des villageois. Ajoutez à tout ça des jeux de mots savoureux, dont certains étaient très attendus, comme de dire que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais que celles de ses servantes le sont beaucoup moins. Mais si, vous aussi avouez que ça vous aurait déçu qu'ils n'apparaissent pas.
Et vous avez, avec l'Anon, une excellente lecture qui requiert quand même un solide second degré afin de goûter au mieux tous les jeux sur la langue, couvent oblige, que le texte propose. Et en parlant de jeux de langue, s'il y a bien un autre texte de la Musardine que je me dois de vous présenter, c'est indéniablement celui de Thierry Leguet, La fabuleuse histoire de la fellation. La naissance de ce livre découle d'une observation toute simple. Si dans la production récente, beaucoup se sont enflammés pour des pratiques comme la sodomie, le SM, l'infidélité même, dans des approches la plupart du temps pratiques, parfois historiques, parfois même sociologiques, la fellation, quant à elle, à part 2-3 guides, reste tristement dans l'ombre. Et non d'une pipe, il était grand temps pour le taureau par les cornes. Le livre cherche donc à combler cette lacune éditoriale en étant le plus exhaustif possible sur cette pratique sexuelle, donnant à voir ses origines, ses déclinaisons, donnant à voir sa place dans la fiction, avec bien sûr quelques extraits pour la mise en bouche, ne vous inquiétez pas. Mais aussi sa place dans la société moderne, avec en France différents sondages, ou les répercussions qu'a pu avoir l'affaire DSK, ou encore les répercussions qu'a pu avoir le fameux cigare présidentiel du mandat Clinton aux États-Unis, et le tout forme un ensemble des plus passionnants. Ça vaut surtout pour l'érudition de certaines anecdotes qui, si elles ne vous permettront sans doute pas de briller en soirée mondaine, vont assurément vous surprendre, tant certaines peuvent sembler difficiles à avaler. Entre autres choses, vous découvrirez pourquoi Cléopâtre était surnommée Grande Bouche, à quoi elle a pu s'entraîner avec des dizaines et des dizaines de ses gardes. Petit indice, ça a un rapport avec le titre. Donc elle était fabuleuse. Ouais, on peut dire ça. Ou plus récemment, vous découvrirez que jusqu'en 2003, fellation et sodomie, même en privé et entre adultes consentants et mariés, étaient passibles d'amende dans plusieurs états des États-Unis. Et apparemment, certaines affaires font état de 200 $ d'amende par tête de pipe. Plutôt pas mal, non? Mais dire qu'on cherche encore des moyens pour combler le trou de la sécu. Et au final, ça ne sont que 2 petites pépites parmi toutes celles que renferme ce livre que je vous conseille ardemment d'essayer. Et tant qu'on est dans les pépites, il y a une dernière publication à la Musardine que je vous encourage vivement à découvrir. Et croyez-moi, si je m'arrête là, c'est uniquement parce qu'après ça, vous aurez tellement l'embarras du choix que vous ne saurez plus où donner de la tête. Il s'agit de La Vénus à la fourrure de Léopold von Sacher-Masoch. Shiny, shiny, shiny boots of leather. Alors là, attention, autant vous le dire tout de suite, c'est un pur chef-d'œuvre qui a bien sa place en érotique, mais qui pourrait aussi être considéré uniquement comme dans la littérature classique, parce qu'on est vraiment très loin d'un texte décomplexé et capiteux comme l'Anon, avec ses longues descriptions de sexe débridé, là pas du tout. Là au contraire, tout passe plutôt par une atmosphère riche, dense, qui se construit peu à peu, et qui finit par envoûter tant le lecteur que le personnage central. On y suit l'histoire de Séverine, jeune homme suprasensible, qui tombe sous le charme de Vanda, une jeune veuve superbe, riche, et qui clame haut et fort, ne vouloir obéir qu'aux lois du plaisir, et surtout chercher à tout prix à briser la morale. La perfection faite femme? En tout cas, ça y ressemble bien. Et face à la beauté et au charisme de cette femme, Séverine se sent complètement dominée, en parfaite admiration pour ne pas dire en parfaite vénération, et c'est un sentiment qui lui plaît. Et pour tenter un maximum d'exacerber ce sentiment, il va chercher à devenir l'esclave de Vanda, esclave au sens propre. Et c'est ainsi qu'il se retrouve à rédiger et signer un contrat de soumission, stipulant qu'il s'abandonne, qu'il s'aliène complètement à sa maîtresse Vanda, qui, elle, en retour, a pour seule obligation de porter le plus souvent possible des fourrures, symbole de chair, de violence, d'animalité, pour une femme autrement trop Vénus, trop divine, trop éthérée, au final trop lisse. Et bien entendu, une fois lancés dans cet engrenage, une fois passés les premiers instants euphoriques, ils vont foncer droit vers une surenchère très impressionnante. Et intéressant, c'est vraiment l'épithète qui qualifie mieux le travail de La Vénus à la fourrure, parce que ça a beau être un livre relativement court, c'est vraiment d'une densité incroyable, avec des personnages très complexes, très travaillés, avec beaucoup de faux semblants, avec toute une réflexion sur le couple et sur les dynamiques au sein d'un couple, et surtout sur notre capacité à accepter la douleur infligée par l'autre et notre triste propension à la confondre avec, ou en tout cas à l'interpréter comme, que ce soit par goût ou non, de l'affection. Et accessoirement, pour une pratique de soumission pure et dure face à une femme, qui devrait et qui semble au début glorifier la femme,
eh bien on a une vision paradoxalement assez misogyne du couple, avec bon nombre de pics très amers, que l'on peut lire aussi bien comme le reflet d'une époque, que comme l'affirmation plus ou moins assumée que ce ne sera qu'une fois atteinte une égalité parfaite entre hommes et femmes, que ce soit dans l'intime ou en société, qu'une relation saine pourrait être vécue, et ça, eh bien, ça ne fait que renforcer l'intérêt et la complexité que l'on ressent à la lecture de La Vénus à la fourrure. Voilà qui conclut cette chronique, j'espère qu'elle vous aura donné des pistes de lecture séduisantes, et si jamais vous comptez les lire encore à la plage, messieurs, évitez surtout les slips de bain, on risquerait de voir combien vous aimez votre lecture. Oui, je suis le premier surpris, mais dans certains milieux, c'est obscène de montrer son amour pour la littérature. Et pour celles et ceux qui veulent rester connectés et toujours à la pointe de l'innovation, vous pouvez trouver tout le catalogue Musardine en version numérique. Difficile de faire plus branché. Hein ? Mais le futur est en marche !